Ok, on devrait être en ligne. Bonjour à tous. Vous êtes au bon endroit. Je vois que les gens commencent à se connecter. C'est magnifique. J'espère que vous avez passé un bel été. Euh, et c'est un vrai plaisir de vous avoir aujourd'hui. On vous propose une nouvelle série avec cette rentrée scolaire. Ça vous est présenté par Maudit Français et le cabinet d'Héry Fiducie Succession. Et on espère, en tout cas, vous informer sur cette série de 4 webinaires sur la prévoyance et la protection de vos actifs en cas de décès. On a intitulé cette série Les jeudis tranquillité d'esprit. Et je vais me présenter. Je suis Romain Poirot, directeur commercial associé de mauditfrançais.ca. Nous sommes le magazine digital pour la communauté française à Montréal, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore. Je vous invite à nous suivre via notre infolette ou sur les réseaux sociaux. Vous êtes plus d'une centaine à vous être inscrits aujourd'hui. Vous remarquerez naturellement que vos micros et caméras sont coupés afin qu'on puisse écouter calmement notre expert du jour. Vous pouvez poser toutes vos questions. On est aussi en direct sur Facebook Live. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions et puis on va me les envoyer du Facebook Live pour que je puisse les lire à notre expert. Si vous êtes sur Zoom, il suffit de lever la main en bas de votre écran ou pour les plus timides, de nous poser une question dans questions-réponses de Zoom. Vous le verrez, c'est aussi en bas de votre écran. On en revient tout de suite au sujet principal du jour. Inaptitude, décès, protection de votre famille et vos actifs, réduction fiscale, comment protéger ainsi votre famille en cas d'inaptitude et décès lorsque vous vivez au Québec. Pour répondre à toutes nos questions, nous avons l'honneur de recevoir aujourd'hui notre expert, M. Dan Armand Derry, notaire, conseiller juridique et fiduciaire. Il représente et conseille régulièrement des familles et des gens d'affaires dans leurs projets commerciaux ainsi que dans leur planification successorale. La création et administration de fiducie, la planification transfrontalière, la protection d'actifs et le règlement de succession. Je vous invite dès à présent à mettre donc, la présentation en mode plein écran si vous êtes sur un ordinateur de bureau, puisque Dan va tout de suite partager son écran avec nous et toujours nous rejoindre depuis un ordinateur de bureau ou une tablette. Ce sera quand même mieux pour pouvoir voir le support visuel. Je vais laisser Dan tout de suite nous présenter le programme d'aujourd'hui et la série des 4 webinaires qu'on a prévus pour vous au mois de septembre-octobre. Merci beaucoup, Romain. Je vais partager la présentation, comme ça tout le monde peut le voir. Je suis bien content d'être sur les ondes de Maudit Français. Mon nom est Dan Derry. Romain nous a présenté un peu ma description. Donc, je suis notaire à Montréal. Je fais souvent la navette avec la France au moins 2 fois par année, en été et en hiver, pas juste pour le travail, mais aussi pour voir la famille. Ma spécialité est naturellement d'assister les familles et les entrepreneurs qui s'installent au Canada, à Montréal plus particulièrement au Québec. Donc, on les assiste autant sur la planification que sur leur immigration, planification, acquisition immobilière et acquisition d'entreprises. Aujourd'hui, nous vous proposons la série des jeudis tranquillité d'esprit, une nouvelle série qu'on vous propose, qu'on commencera avec 4 webinaires, 4 experts sur 4 jeudis, où on va traiter de la planification successorale, fiscale et financière, spécialement pour les Français qui sont domiciliés, qui sont installés au Québec. On aura la chance aujourd'hui, je présenterai tout ce qui est mandat, testament et fiducie. Jeudi prochain, avec Jean-Philippe et Aviad, on va parler de planification fiscale et financière. L'autre jeudi qui suivra, le 1er octobre, on va parler avec Guillaume Micolo, notaire français et moi-même notaire au Québec, des conséquences et des stratégies pour des Français installés au Québec qui détiennent des actifs en France et aux États-Unis. Et finalement, on finira avec le dernier jeudi qui est prévu par Aviad pour les stratégies d'assurance et un peu de planification financière, mais surtout sur les assurances. Le but de ces webinaires est naturellement d'expliquer les concepts de manière légère. En 45 minutes, on ne peut pas rentrer dans tous les détails, on ne peut pas traiter tous les sujets. Le but, c'est de vous démystifier tous ces concepts, tous ces outils pour que le premier pas se fasse plus facilement et que vous allez de l'avant et mettez en place votre planification. Quand vous le souhaitez, que vous fixez une date limite d'ici, par exemple, ce Noël, d'avoir tout mis en place. Comme ça, vous êtes tout grand, tout bien organisé.
Donc, aujourd'hui, on va parler de mandat, testament, fiducie et d'autres sujets palpitants en planification successorale. Donc, on verra un peu l'importance de planifier, le contexte, les contextes dans le sens environnement juridique et finalement quelques outils comme les mandats, testaments et fiducie. Donc, pourquoi est-ce important de planifier? Qu'est-ce qui se passe quand quelque chose arrive? En général, c'est la catastrophe, ce n'est pas prévu, que ce soit un accident, une maladie ou simplement une perte de faculté suite à l'âge. En général, on est rarement prêt à moins qu'on s'organise, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce qui se passe lorsqu'une personne devient inapte ou elle décède? Grosso modo, les actifs de la personne sont gelés jusqu'à qu'on nomme ou qu'il soit nommé un représentant légal qui puisse agir au nom de la personne qui est devenue soit inapte, soit de la succession du défunt. Et cela, dépendamment des circonstances, peut être assez problématique parce que tant que ce n'est pas mis en place, soit par une planification, et donc ça va être beaucoup plus rapide, soit par le système juridique par défaut, ce qu'on appelle le système légal, il va avoir un gel des actifs qui peut être assez prolongé et assez problématique parce qu'en attendant, il faut être capable de payer des factures, il faut être capable d'enterrer la personne, il faut être capable de payer les traitements médicaux, etc. Donc, se pose souvent la question qui fait quoi? Et il y a souvent des discussions qui sont épineuses parce qu'on parle d'argent en temps inopportun. Les membres de la famille essayent de se débrouiller autant que possible et ils se partagent des responsabilités alors qu'ils sont novices. C'est normal, ce n'est pas le travail de tout le monde de régler des successions, d'assister ou de faire des procédures judiciaires. Et pour rapidement se rendre compte que tous ces processus-là, dans le système qu'on a, dans les environnements, sont décentralisés, sont des démarches qui sont souvent complexes. Les banques ne parlent pas nécessairement avec le gouvernement, les paliers de gouvernement ne se parlent pas entre eux. Et pire encore, qu'est-ce qui se passe lorsque la personne a des actifs et sa succession s'étend sur plusieurs juridictions? Et là, on multiplie le nombre d'intervenants et de la complexité de la situation. Donc, pourquoi planifier? C'est simplement pour vous et pour votre famille. C'est super important de planifier. Légalement, vous allez voir que vous êtes en contrôle. C'est vous qui décidez de qui, quand et comment. Fiscalement, vous pouvez, à travers une planification, réduire la facture fiscale en cas de décès. Plus important encore que tout ça, vous protégerez sûrement l'harmonie familiale. Plutôt que de laisser les tensions s'accumuler pendant les problèmes d'inaptitude et de décès, au moins vous venez à adresser les questions pour éviter que les gens disent « mon père n'avait jamais dit ça, mon père n'aurait jamais voulu ça, etc. » Mon père, mère, frère, soeur, etc. Donc, bien important de protéger l'harmonie familiale. Ça ne s'applique pas juste dans les familles recomposées, mais même dans les familles traditionnelles. Ensuite de ça, vous protégerez vos bénéficiaires. Il n'y a personne de mieux placé que vous pour savoir ce que les personnes ont besoin. Comment vous allez léguer, par exemple, à vos enfants. Et finalement, vous vous protégez vous-même parce que si vous êtes inapte, au moins, vous aurez décidé qui s'occupe de vous. Vous savez qui est la meilleure personne et vous ne laisserez pas votre famille dans un conseil de tutelle décider qui est la meilleure personne ou pire encore avec l'implication du curateur public ou du gouvernement, etc. Donc, la planification successorale, ce n'est pas juste pour votre décès, mais c'est aussi pour votre protection en cas d'inaptitude. Et c'est de là, pour moi, le sujet le plus important aussi, c'est la planification en cas d'inaptitude, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas comme avant. Lorsqu'on devient inapte, on reste vivant. Et grâce aux avancées médicales, on peut rester inapte pendant 2 ans, 5 ans, 20 ans, ça dépend de quelle est votre condition. Imaginez, vous êtes frappé par un bus, vous êtes dans le coma pendant 5 ans. Ça ne veut pas dire que vous allez décéder, et ça ne veut pas dire que ça va durer que 5 ans, ça peut durer 2 ans, ça peut durer 20 ans. Même chose avec l'Alzheimer. La personne devient inapte graduellement, elle perd ses facultés, mais la personne est toujours vivante. Donc, vous imaginez pendant 20 ans, il faut être capable de payer les factures, il faut être capable de gérer vos biens, il faut être capable de s'occuper de vos enfants. Donc, voici l'importance de planifier. Ensuite de ça, comprenons l'environnement juridique dans lequel vous allez opérer. Donc, d'abord, vous êtes des Français domiciliés au Québec. Ça veut dire quoi? Quel est le droit qui va aussi s'appliquer à vous et à vos actifs? Parce qu'il y a un droit, est-ce qu'il y a une juridiction, plusieurs juridictions? Donc, déjà, comprenons les concepts de nationalité, résidence et domicile. Je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais on va commencer par nationalité et citoyenneté. C'est le pays dans lequel vous êtes originaire. En général, grosso modo, vous avez un passeport. Vous pouvez avoir un passeport français, mais pas encore la citoyenneté canadienne. Vous êtes citoyen ou de nationalité française. La question de domicile et de résidence ont une certaine nuance qui est beaucoup plus rapprochée. Mais quand on zoome dessus, on comprend la différence. Domicile a une connotation beaucoup plus permanente.
Résidence, c'est une question factuelle sur le moment. Donc, domicile, c'est vraiment là où est-ce que vous êtes résident de manière plus permanente. Si vous étiez un bateau, ce serait votre port d'attache. Donc, en tant que bateau, vous naviguez à travers le monde, vous changez de pays, par exemple parce que vous avez des contrats d'emploi, changez de pays. Mais la question qui se pose, c'est quel est votre pays, quelle est votre maison, où revenez-vous une fois que vous finissez votre travail. Donc, c'est une question de fait, mais c'est aussi une question d'intention dans votre cœur. Okay? Toujours grosso modo. Et ensuite de ça, la question de résidence. Et si je vous pose la question aujourd'hui, où habitez-vous? Et la question de résidence va survenir. Donc, si je donne un exemple, vous êtes né en France, vous avez un passeport français, vous êtes venu vous installer de manière dans vos plans, de manière permanente au Québec. Et tout d'un coup, vous avez un contrat de travail, vous êtes venu au Québec, vous êtes installé, vous avez acheté votre première maison, vous êtes avec vos enfants, etc. Et tout d'un coup, vous avez un contrat de travail de 3 ans à Dubaï. Et si je vous pose la question rendue à la 2e année ou même à la 3e année pendant que vous habitez à Dubaï, je vous dis qu'est-ce que vous êtes? Vous allez me répondre je suis de nationalité française, j'ai un passeport français. Vous pouvez avoir 2 passeports aussi, vous pouvez être français, canadien, américain, etc. Je suis domicilié, j'habite à Dubaï, donc je suis résident de Dubaï, mais je suis domicilié au Québec. Vous voyez? Donc, c'est une question de fait et aussi d'intention, parce que les questions de fait sont les passeports, grosso modo, votre nationalité. Votre question de résidence, c'est où est-ce que vous habitez sur le moment précis, donc par exemple à Dubaï, mais votre question de domicile, c'est où est-ce que vous êtes vraiment installé, où est votre home jurisdiction, où est votre maison. Donc, la question serait le Québec. Donc, une fois de plus, si je reviens sur un cas plus simple, vous avez déménagé de la France au Québec pour vous installer. Vous êtes certainement citoyen national français tant que vous avez votre passeport, vous n'avez pas renoncé, chose qui arrive rarement. Vous pouvez être aussi citoyen canadien si vous avez obtenu la citoyenneté. Et vous êtes domicilié et résident au Québec. Grosse importance. Pourquoi? Parce qu'on va le voir, la question de domicile a une importance sur le plan juridique, alors que la question de résidence a une importance sur le plan fiscal. En général, c'est le lieu de votre résidence qui va définir quel pays a le droit de vous cotiser, de vous fiscaliser, de vous imposer sur vos revenus mondiaux. Alors que la question de domicile, c'est la juridiction qui va décider le droit applicable à votre protection, à la protection de votre personne, de votre inaptitude, de votre décès et les règlements de succession. Donc, si vous êtes un Français qui est venu au Québec juste pour 2 ans pour un contrat de travail, certes, votre résidence va être le Québec, votre domicile va demeurer la France parce que vous retournez en France après. Donc, c'est le droit français qui s'appliquera à votre planification successorale. Mais c'est le droit québécois, c'est le Québec et le Canada qui auront le droit de vous fiscaliser sur vos revenus mondiaux. Okay? Maintenant, si vous avez déménagé de la France au Québec pour vous installer, certes, vous êtes toujours citoyen français, vous avez toujours votre passeport français, vous êtes toujours français dans votre cœur et dans votre âme. Par contre, vous êtes domicilié au Québec et c'est le droit québécois qui va s'appliquer à vous. Et c'est le gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral du Canada qui aura le droit de vous imposer sur vos revenus mondiaux parce que vous êtes domicilié et résident au Québec. Qu'est-ce que ça vous donne? Ça vous donne le droit d'être, en tant que Québécois, en tant que Français installé au Québec, ça vous donne le droit d'être mieux servi au restaurant de manière plus agréable. Mais en plus de ça, ça vous donne le droit à avoir accès à un des droits les plus modernes et libéraux qui existent. Le droit québécois a été complètement rénové en 1994. On a pris le meilleur des choses de tous les pays, tout en restant avec notre identité et notre culture. Et par exemple, on a évolué du droit civil français parce qu'on était une ancienne colonie française, back in the days, et on a aboli la réserve héréditaire et on a intégré le trust de la Common en droit civil québécois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez la liberté de tester. Vous pouvez faire ce que vous voulez dans vos testaments. Vous n'êtes pas lié à votre famille immédiate comme votre conjoint et vos enfants. Vous allez voir, ce n'est pas nécessairement méchant, mais par exemple, je vous donne un exemple. Vous avez un des enfants qui est drogué ou vous avez un enfant qui a besoin de plus, une plus grande part de la succession. Ben, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Ou vous pouvez complètement déshériter vos enfants et tout donner, par exemple, à votre deuxième conjoint, etc. C'est à vous, vous décidez ce que vous voulez faire. Pour les fiducies, si vous avez regardé un peu de films américains, on parle souvent dans les grandes fortunes de trust. En droit québécois, on peut maintenant intégrer les fiducies dans votre planification à des fins de libéralité. En France, vous avez depuis quelque temps des fiducies, ça vient tout juste de rentrer, mais vous avez les fiducies sûreté et les fiducies mandat qui sont l'équivalent soit d'une donner un bien en garantie pour une obligation, un prêt, etc., ou bien une fiducie mandat qui est l'équivalent
qui est l'équivalent d'une procuration. Ce n'est pas exactement ça, mais c'est ça grosso modo ce que ça fait. En France, vous avez l'interdiction d'utiliser des fiducies pour des fins de planification, pour des fins de libéralité. Alors qu'au Québec, qu'en Amérique du Nord, parce que le Québec est un système de droit civil qui a évolué encore maintenant, on a réalisé l'importance et à quel point c'est intéressant d'intégrer les fiducies dans notre droit. Et on va le voir plus tard, parce que les fiducies, on peut les utiliser à d'innombrables raisons. Donc, maintenant, les phases de la vie, vous le connaissez tous, on est bien, on est apte. Graduellement, à moins qu'on soit frappé par un bus ou d'une maladie éclair, on devrait perdre nos facultés de manière progressive. Et ensuite de ça, on décède, on règle une succession et la vie continue pour ceux qui restent. Et là, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire lorsqu'on commence à perdre nos facultés, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on décède, comment on règle une succession et comment on peut faire pour protéger ceux qui restent après nous. Donc, regardons les principaux outils. Au Québec, vous avez la responsabilité de choisir. Le législateur vous dit, il n'y a personne de mieux que vous pour décider de votre planification, pour mettre en place les bons outils. À défaut de le faire, c'est la loi qui va décider pour vous. Mais vous devez comprendre que le législateur, lui, doit avoir une population de 30 millions de personnes, j'ai un exemple, et il doit planifier pour être conservateur pour leur des cas. Donc, ça donne souvent des situations qui ne sont pas géniales, qui sont très restrictives et qui ne sont pas souvent désirées, mais au moins sur une grosse population, cette planification par défaut, elle est mieux que rien. Mais une fois de plus, beaucoup mieux de planifier, beaucoup mieux que vous décidez qui est la bonne personne pour vous, notamment parce qu'il n'y a personne de mieux placé que vous, et aussi on pourrait voir, par exemple, une réduction des impôts. Normalement, quand on s'assoit avec vous, ce qu'on fait, c'est on analyse votre profil personnel, familial, social, on analyse vos actifs, on fait des premières analyses de quels seront vos impôts au décès, parce que naturellement, les gouvernements, ils aiment bien imposer. Donc, on impose les cigarettes pour vous décourager de fumer, on vous impose sur votre salaire pour vous décourager de travailler et on vous impose naturellement aussi sur votre décès parce qu'on veut vous décourager de mourir. Naturellement, c'est juste une façon pour le gouvernement de collecter des revenus pour nous donner des services. Une fois de plus, après avoir analysé votre profil, vos actifs et les conséquences fiscaux de votre départ, de votre décès, on analyse vos volontés, besoins et on met en place les stratégies qui sont nécessaires pour vous. Donc, la première étape, c'est de bien comprendre votre profil personnel. Qui sont vos bénéficiaires? Qui désirez-vous protéger? Vos conjoints-conjointes, vos enfants? Est-ce qu'il y a des proches, des parents que vous continuez à vous occuper, pas juste personnellement, mais par exemple financièrement? Est-ce qu'il y a des œuvres de charité qui vous tiennent à cœur? Ou vous désirez tout léguer au fisc? Aussi, c'est une possibilité. Une fois que vous avez identifié qui sont vos bénéficiaires, qui sont les personnes qui nécessitent votre protection ou que vous désirez avantager, il faut comprendre quels sont leurs critères, leurs qualités. Est-ce qu'ils sont matures et aptes à gérer? Est-ce qu'ils sont trop jeunes? Est-ce qu'ils sont dépensiers, influençables, dépendants? Est-ce qu'ils ont des problèmes de drogue? Est-ce qu'ils sont trop généreux avec leurs amis? Est-ce qu'ils ont disparu? Ça arrive des fois dans les familles qu'un membre de la famille a disparu. On ne sait pas où il est, mais on sait qu'il n'est pas mort. Il a juste disparu de la circulation. Est-ce que, par exemple, cette personne est plus fatiguée? Est-ce que c'est votre conjoint? Vous avez un certain âge? Est-ce que vous commencez à perdre vos facultés? Ou est-ce que vous commencez à devenir vulnérable? On regarde aussi la résidence fiscale de ces personnes parce qu'une fois de plus, ce n'est pas le domicile, mais c'est la résidence qui va qualifier les impacts fiscaux autant pour donner que pour recevoir. Et on va le voir dans la deuxième présentation qui va parler de planification fiscale. Au Canada, on impose la personne qui donne ou qui décède, alors qu'en France, on impose la personne qui reçoit. Ensuite de ça, est-ce que ces personnes sont en affaires? Est-ce que c'est des professionnels? Est-ce que c'est des personnes qui sont exposées à des risques de poursuite? Donc, on veut bien léguer aux personnes qu'on aime, mais on aimerait protéger ces actifs, cet héritage de leurs créanciers. Et naturellement, est-ce que cette personne passe un mauvais quart d'heure maintenant? Est-ce qu'un divorce pourrait survenir à court ou moyen terme? Une fois qu'on a déterminé qui sont vos bénéficiaires, il faudrait voir ensuite qui pourra vous appuyer si vous n'êtes plus là. Quelles pourraient être les personnes de confiance, ce gestionnaire, cet administrateur qui va pouvoir vous assister pendant que votre perte d'autonomie, en cas d'inaptitude ou en cas de décès, ou pour gérer l'héritage, par exemple, de vos enfants. Donc, vous verrez, je vulgarise, ce ne sont pas exactement les termes qu'on utilise dans la loi québécoise, mais pour qu'on puisse comprendre, on parle de gestionnaire. Gestionnaire, en cas d'inaptitude, on peut parler des mandataires au bien, mandataires
la personne. En cas de décès, on parle du liquidateur de succession. Et en cas d'administration, par exemple, après le décès à travers une fiducie, on pourrait parler de fiduciaire. Mais vous devez oublier les termes juridiques et on se concentre sur l'aspect humain. Quelle personne, une personne ou plusieurs personnes, soit ensemble, soit en séquence, pourrait être votre gestionnaire, personne de confiance qui pourra assurer une protection pour vous, pour votre famille, lorsque vous perdez vos facultés, vous devenez inapte ou éventuellement vous décédez. Donc, l'objectif, c'est toujours de mettre en place une équipe, un plan qui va être cohérent à travers les phases pour faciliter les transitions d'un point de vue juridique, cohérente des biens. Pour choisir ces personnes, naturellement, tout va dépendre des circonstances. On ne mettra pas quelqu'un qui est déjà en conflit, qui s'entend mal avec le bénéficiaire. Je donne un exemple. J'aime bien donner des exemples qui sont exagérés, un peu caricaturels pour qu'on se comprenne. Par exemple, vous êtes dans un deuxième mariage, vous avez des enfants d'un premier mariage et les enfants du premier mariage ne s'entendent pas avec votre nouveau conjoint ou nouvelle conjointe. Donc, on ne mettra pas nécessairement ces mêmes personnes dans le même bateau pour éviter des tensions qui sont tout à fait normales et compréhensibles. De la même manière, si votre patrimoine est assez complexe, vous avez un beau patrimoine où vous gérez des entreprises, par exemple, vous et votre conjoint, vous êtes passé un certain âge, vos facultés sont légèrement affaiblies ou vous n'êtes pas dans la direction montante, ce serait bien de nommer des personnes qui ont les capacités de gérer et d'adresser les questions complexes de votre patrimoine ou de votre succession. Une fois de plus, on pose toujours la question de résidence. Résidence d'un point de vue fiscal. Est-ce qu'il y aura des impacts fiscaux à nommer telle et telle personne? Si vous avez un enfant qui est aux États-Unis alors que vous êtes au Québec, ce n'est peut-être pas nécessairement la bonne personne à nommer seule. Peut-être faudrait la nommer avec d'autres personnes. En plus des conséquences fiscales du choix des personnes que vous nommez, il y a aussi des questions de proximité géographique. Est-ce que la personne peut se déplacer? Est-ce que les actifs que vous avez besoin ont besoin justement qu'on se déplace à chaque fois? Parce que si c'est juste des comptes bancaires, en général, tout se fait bien à distance. En plus de ça, on vient de voir avec la COVID que, chose qu'on ne pouvait pas penser, à moins qu'il y avait une guerre mondiale, les frontières sont fermées. C'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu. Heureusement, maintenant, avec le COVID aussi, on a tout ce qui est signature électronique. Ça s'est démocratisé, on a fait tomber plusieurs obstacles. Mais reste que la question de résidence des personnes de confiance est assez importante. Et finalement, même si on a trouvé les bonnes personnes, il faut s'assurer qu'elle a d'autres qualités qui sont plus personnelles. Est-ce que la personne est fiable, compétente? Et même si elle est fiable et compétente, est-ce qu'elle est disponible? Parce que si elle est CEO d'une multinationale, ça se peut qu'elle n'a pas le temps de s'occuper. Vous voyez? Donc, c'est pour ça que toutes ces questions et ces critères se posent lorsqu'on doit mettre en place votre équipe de gestionnaires, de personnes sur qui vous pouvez vous appuyer lorsque vous êtes inapte ou à votre décès. Ensuite de ça, une fois qu'on a établi sur le plan humain ce que vous avez besoin de faire, qui sont vos bénéficiaires, qui sont votre équipe de confiance, on regarde vos besoins. Et à travers vos besoins, on va sortir les outils. On a une belle boîte d'outils avec toutes sortes d'instruments, toutes sortes de stratégies, mais on met en place ce qu'on a besoin de faire pour vous. La même planification ne va pas marcher pour tout le monde. En fait, chaque planification va être particulièrement unique dans les conditions, dans votre situation où vous l'êtes. Donc, juste pour énumérer quelques-uns de ces outils, les outils les plus communs qu'on va avoir, ce sont les procurations, les mandats de protection en cas d'inaptitude, les testaments, les fiducies, les contrats de mariage, les conventions entre actionnaires, les conventions entre partenaires, les assurances vie, les conventions de cohabitation, les désirs bénéficiaires, les droits de survie, les payment of death. Il y a toutes sortes d'outils qui sont utilisés en planification. Naturellement, pour les fins de ce webinaire, on va se concentrer sur ceux qui sont le plus souvent utilisés. Donc, naturellement, procuration mandat, testament, j'aimerais vous parler des fiducies aussi. Et Aviad va aussi vous parler des assurances vie dans la deuxième et dans la dernière webinaire de notre série des jeudis tranquilles. Donc, si on devait prendre ces outils et les associer à une phase de vie, donc, tant que vous êtes apte, on peut mettre en place une procuration si nécessaire. Donc, la procuration, c'est seulement pendant que vous êtes apte. À partir du moment où vous devenez inapte dans les faits, le droit arrive et dit toute procuration que vous donnez devient normalement invalide. Elle s'arrête. Toutes les procurations données deviennent invalides à partir du moment où vous devenez inapte ou que vous décédez. Et c'est pour ça qu'on doit basculer maintenant en mode mandat de protection en cas d'inaptitude. Ensuite de ça, lorsque vous décédez, c'est le testament qui s'applique. Et après ça, après votre décédé, pour ceux qui restent, vous pouvez avoir mis en place soit des fiducies, soit des usufruits, des substitutions, des administrations prolongées, toutes sortes de stratégies qui existent pour la vie après la mort.
Donc, si on regarde les principaux outils, on a les mandats de protection, on a les testaments et aussi on peut utiliser les procurations. Donc, les procurations sont des instruments qui prennent effet à partir du moment où vous le dites, mais tant que vous êtes apte. Ça peut être, et c'est uniquement pour la gestion des biens. Donc, vous ne pouvez pas donner une procuration tant que vous êtes apte pour vos traitements médicaux. Parce que tant que vous êtes apte, c'est à vous de manifester vos intentions. Donc, les procurations peuvent être données, elles peuvent être générales sur tous mes biens pour tout le temps jusqu'à ce que je la révoque, ou elles peuvent être spécifiques, par exemple, pour des biens juste en France, ou pour tel bien, telle entreprise, tel chalet, etc. Elle peut être illimitée dans le temps jusqu'au moment où vous la révoquez, ou elle peut être temporaire, par exemple pour une période de 2 ans. Je donne un exemple, vous venez vous installer au Québec, il reste une propriété immobilière en France, elle n'est pas encore vendue, vous ne savez pas quand vous voulez la vendre, mais en attendant, vous donnez la gestion de ce bien à votre frère qui est à Paris, pas loin de l'appartement. Lui pourra louer la propriété et lorsque vous êtes prêt à la vendre, il pourra la vendre pour vous et signer tous les papiers notariés. Donc ça, c'est la procuration. Le mandat de protection en cas d'inaptitude, c'est cette procuration qui prend effet uniquement, pas lorsque vous êtes devenu inapte, mais lorsque la Cour vous a déclaré inapte. Grosse différence, parce que vous pouvez être dans le coma pendant 20 ans, mais si votre famille n'a pas homologué le mandat, n'a pas démarré les procédures d'homologation de mandat, le document ne vaut rien. Okay? Donc, la Cour, pourquoi est-ce que la Cour doit se prononcer sur votre inaptitude? Simplement pour éviter qu'on homologue votre mandat sans que vous le sachiez. Deuxièmement, parce que si vous avez signé un mandat et que 20 ans plus tard, vous devenez inapte et que toutes les personnes que vous avez mentionnées ont été eux-mêmes frappées dans le même accident, ont des problèmes de drogue, sont des criminels, sont en prison ou sont en faillite, ben c'est sûr que le juge va dire, écoutez, la personne, elle est inapte, elle est dans le coma, elle ne peut pas modifier son mandat, mais je ne peux pas me voir nommer toutes ces personnes comme mandataire de cette personne, sinon la personne elle va être prise au piège. Donc, c'est pour ça que la Cour a son mot à dire dans l'homologation d'un mandat. Naturellement, quand tout va bien et que les bonnes personnes sont toujours mentionnées, la Cour n'aura aucun problème à homologuer le mandat lorsque vous êtes inapte de manière totale et permanente. Totale et permanente, c'est pour ça que je fais un petit bémol. S'il y a des juristes dans la salle, ils savent de quoi je parle. Il y a toujours ce petit bémol qui se passe. Qu'est-ce qui se passe lorsque l'inaptitude elle est partielle et temporaire? Donc, c'est pour ça que des fois, on n'a pas le choix de basculer entre procuration et mandat ou à travers d'autres stratégies. Ensuite de ça, on a les testaments. Dans les testaments, c'est là où on vient, grosso modo, dire qui va recevoir quoi et comment. Okay? C'est là où vous allez faire tous vos legs. Et autant dans le mandat que dans le testament, c'est là aussi où vous allez dire qui s'occupe de vos enfants mineurs si vous en avez. Naturellement, à travers ces deux instruments, on peut veiller à la gestion de vos biens. Vous pouvez décider quel bien peut être vendu, pas vendu, etc. Quelle entreprise peut être conservée, etc. Et en plus de ça, dans les testaments, chose que vous ne pouvez pas faire si vous décédez sans testament, vous pouvez protéger vos actifs, vous pouvez protéger l'héritage. Il y a différentes manières d'avantager des membres de la famille, des bénéficiaires. Okay? Ça peut être, par exemple, dans votre planification, ça se peut qu'on va faire des donations de votre vivant, c'est-à-dire transférer directement des actifs à certaines personnes si c'est nécessaire. Par exemple, si dans votre planification, on sait que vous allez être diagnostiqué d'une maladie dégénérative ou d'une maladie qui va amener à la mort, on peut commencer à transférer certains actifs, par exemple, à l'héritier qui était supposé l'avoir, de manière à protéger cet actif de votre perte de faculté et de votre décès. Comme ça, au moins, c'est déjà réglé. Naturellement, la plupart du temps, on reste juste en mode testament. Vous restez propriétaire de vos biens. On peut aussi faire usage des assurances-vie, un super véhicule, un super outil. Il y a aussi, dépendamment des biens, s'ils sont situés, par exemple, en commencement, on peut ajouter des droits de survie pour éviter les règlements de succession. Et naturellement, on peut utiliser les fiducies. Maintenant, quand je parle de fiducie, on va en parler un peu plus tard, mais je sais que plusieurs personnes se posent la question. Les fiducies en France, c'est un grand nom. Mais tant que vous êtes québécois et que vous restez dans un environnement purement nord-américain et en commençant, les fiducies sont des super véhicules. Donc, une fois de plus, je parle des fiducies. Pourquoi? Parce que je m'adresse à des Français qui sont domiciliés au Québec. Grosse différence. Parfait. Maintenant, si on parle de comment est-ce que je donne à mon décès à travers, par exemple, le testament. Okay? Donc, on parle de quoi? Qu'est-ce que vous voulez donner? Vous pouvez choisir si vous voulez donner des biens spécifiques, une somme d'argent spécifique, un compte bancaire, un chalet, une résidence, des REER. Vous pouvez être très spécifique ou vous pouvez allouer un pourcentage, un tiers, 25%, 60% et la balance, ou vous pouvez tout donner.
Et une fois de plus, au Québec, vous avez la pleine liberté de tester. Tous vos actifs dont vous avez le plein contrôle peuvent être légués. Se posent ensuite des questions, qu'est-ce qui se passe si j'ai des actifs qui sont dans une juridiction où la réserve héréditaire s'applique, comme par exemple en France? On le verra, cette question, au troisième webinaire avec Guillaume Nicolo, notaire français, et avec moi pour tout ce qui est planification avec les États-Unis. Donc, dans cette présentation, on reste dans le cadre général. Au Québec, vous avez pleine liberté de tester. Vous pouvez donner ce que vous voulez à qui vous voulez. Maintenant, l'autre question qui se pose, comment voulez-vous le donner? Est-ce que vous voulez le léguer en pleine propriété? Il reçoit son chèque de 300 000 $, il le met dans son compte bancaire, il fait ce qu'il veut. Est-ce que vous voulez mettre un usufruit, une nue propriété? Un concept que vous êtes bien familier en France qui est souvent utilisé. Est-ce que vous voulez faire un leg en substitution, c'est-à-dire vous léguez à la personne à charge pour cette personne lorsqu'elle décède, que ça retourne à une autre personne? Ou est-ce que vous voulez mettre en place une fiducie, comme vous allez voir, qui peut être assez intéressante, ou si les circonstances le permettent, mettre en place une petite administration prolongée, un autre véhicule qu'on pourrait en discuter. Naturellement, il y a des actifs qui vont nécessiter une attention plus particulière. Par exemple, si vous avez des entreprises, c'est bien beau de le léguer à vos 4 enfants mineurs, mais ça se peut que ça ne pourrait pas bien rouler, n'est-ce pas? On a besoin de personnes qui sont matures, qui sont bien investies dans l'entreprise pour gérer. Donc, il va y avoir certaines structures et stratégies qui vont être lorsque vous détenez des entreprises, pas juste pour la gestion aussi, mais pour la fiscalité. Est-ce que vous détenez l'immobilier? Est-ce que vous êtes partenaire avec d'autres personnes? Est-ce qu'on devrait mettre en place une convention d'administration et d'indivision? Avez-vous des actifs à l'étranger? Et quand on dit à l'étranger, on parle à l'extérieur du Québec. Le Québec, comme chaque province au Canada et comme chaque aux États-Unis, sont des États indépendants qui se sont alliés et qui ont formé une fédération, une équipe. Donc, si par exemple vous êtes au domicile au Québec et vous avez un actif par exemple en Ontario, cet actif est techniquement à l'étranger et on parle quand même si on est à l'intérieur du Canada, d'une planification internationale entre deux nations, entre deux États de droit. Donc, c'est pour ça que lorsqu'on analyse vos actifs, on voit où sont situés vos actifs, mais aussi où sont situés les bénéficiaires qui vont recevoir. Maintenant, si vous avez des enfants mineurs, des jeunes enfants, qui va hériter des enfants, qui va devenir leurs nouveaux parents si les deux parents, c'est-à-dire vous et l'autre parent, décèdent ou deviennent inaptes? Qui va s'occuper des parents? Qui va devenir le nouveau tuteur? Donc, c'est à vous de nommer ces personnes, les tuteurs et leur remplacement, de donner certaines précisions, souhait sur comment vous désirez qu'ils élèvent vos enfants, où est-ce qu'ils habitent, est-ce qu'ils retournent en France, est-ce qu'ils restent au Canada? Et vous pouvez prévoir les rémunérations. Mais même si on parle d'enfants mineurs, ce n'est pas l'âge de la majorité au Québec qui est de 18 ans qui va être réellement l'âge de la maturité. Imaginez léguer 300 000 $ à un enfant de 15 ans. Oui, l'argent va être gelé parce qu'en droit québécois, lorsqu'un enfant mineur détient plus de 25 000 $, l'argent est gelé, on se réfère au curateur public, un conseil de famille, etc. Grosse histoire. Mais à l'âge de 18 ans pile, à son 18e anniversaire, il a accès au plein 300 000 $. Donc, vous pouvez imaginer les anniversaires de 18 ans de ceux qui deviennent riches à 18 ans. Donc, souvent, ce qu'on veut mettre en place, c'est une structure pour que ce legs, cet héritage, ce 300 000, ce million de dollars, peu importe les actifs, soient gérés, qui soient hors de la main d'enfants, pas juste mineurs, mais encore qui ne sont pas encore assez matures pour la gestion. Okay. Une autre question super importante et qui est souvent oubliée, c'est avez-vous des proches qui nécessitent votre soutien financier? Occupez-vous. Est-ce que c'est vous qui s'occupez de vos parents? Est-ce que vous leur donnez un logement? Est-ce que c'est vous qui payez certaines factures? Est-ce que vous leur donnez un petit budget où vous assumez toutes leurs dépenses? Toutes ces questions sont super, super importantes parce qu'il faut planifier. Parce qu'à partir du moment où vous devenez inapte, techniquement, votre argent, votre patrimoine ne peut être utilisé que pour vous. À moins que vous ayez une obligation légale de vous occuper, par exemple, de vos enfants mineurs, etc. Mais pourquoi rentrer dans ces questions quand vous pouvez planifier et mettre en place? Par exemple, vos parents, ça peut être assez difficile pour eux d'aller en cours pour réclamer que mon fils m'aidait tout le temps, ma fille m'aidait tout le temps, etc. Et maintenant, il est devenu inapte. Donc, pourquoi passer par des procédures judiciaires qui ont des fois des chances de gagner, des fois des chances de perdre, dépendant de la situation? Même chose si vous êtes propriétaire d'un appartement que c'est vos parents qui occupent, vous voulez vous assurer que si jamais vous devenez inapte ou décédé, peu importe qui va hériter l'appartement, que ce soit votre conjoint, conjointe, vos enfants, vous voulez vous assurer que personne ne peut renvoyer vos parents, même si vous perdez l'appartement ou si les héritiers ont perdu l'appartement parce qu'ils l'ont vendu ou ont été saisis. On veut s'assurer que vos parents restent tant et aussi longtemps qu'ils sont vivants dans cet appartement. Donc, tout ça sont des stratégies qu'il faut mettre en place
de votre vivant tant que vous êtes apte. Souvent, on reçoit des appels de personnes qui sont à l'hôpital, ils ont une maladie terminale, ou ils ont été frappés par un bus, ou ils ont attendu trop tard. Et souvent, c'est trop tard pour mettre en place des stratégies, parce que si vous êtes déjà diagnostiqué d'Alzheimer avec des symptômes assez importants, ça va être très dur pour nous de vous aider. Okay? Ça, c'était pour la planification. Maintenant, j'ai parlé de fiducie et j'aimerais rentrer un peu plus dedans. Il nous reste 10 minutes avant de passer à une période de questions et réponses. Donc, je vais vous parler des fiducies. Qu'est-ce qu'une fiducie? Il faut comprendre que la fiducie, c'est le trust de common law, donc comme en Angleterre, comme aux États-Unis, qu'on a intégré artificiellement dans le droit civil qui était à la base français. Et c'était un concept qui ne marchait pas jusqu'au moment donné où on l'a réellement intégré et c'est-à-dire on ne l'a pas fait de la même manière qu'en common law, mais ça donne les mêmes effets. Donc, la fiducie est un véhicule juridique qui est assez surprenant parce qu'il est super intéressant et il est super flexible. Okay? Donc, la fiducie en droit civil québécois est définie comme un patrimoine autonome et distinct. Ça veut dire quoi? C'est une boîte qui flotte. Il y a un constituant, vous avez créé la fiducie, vous êtes le fondateur de la fiducie. Il y a des bénéficiaires, ceux qui peuvent recevoir les biens de la fiducie, et il y a des gestionnaires, ceux qui vont gérer la fiducie, qu'on appelle les fiduciaires. Si je fais une analogie entre la fiducie et la compagnie, nous avons le constituant, le fondateur, on a le conseil d'administration, les administrateurs, donc les fiduciaires, et on a les actionnaires, on a les bénéficiaires. Mais la loi québécoise est très claire. Elle dit ni les constituants, ni le fiduciaire, ni les bénéficiaires ne sont propriétaires de la fiducie. La fiducie n'a pas de propriétaire. C'est une boîte qui flotte, que vous créez, que vous transférez des biens de l'argent, des propriétés immobilières, ce que vous voulez, et qui n'a pas de propriétaire, mais qui a une mission ou plusieurs missions, qui est par exemple de veiller au bien-être de votre famille. Donc, tout le monde peut faire faillite, tout le monde peut décéder, personne ne pourra attaquer les biens de la fiducie. La fiducie, elle est là pour une seule et unique raison, par exemple, les raisons que vous avez décidées, qui sont souvent le bien-être de votre famille. Donc, c'est super intéressant une fiducie. Vous pouvez la créer de votre vivant, comme vous pouvez la créer et qu'elle prendra naissance, donc vous la créez, mais elle prendra vie uniquement à votre décès, par exemple, si on les intègre dans votre testament. Okay? Pour donner un exemple simple, disons que vous voulez donner 300 000 $ à votre enfant qui a 15 ans, qui a 5 ans ou qui a 22 ans. Okay? Dans votre testament, vous avez fait un legs de 300 000 $ à votre enfant. Déjà, la situation n'est pas idéale si l'enfant est mineur. Okay? Parce que plus que 25 000 $ va être gelé jusqu'à qu'il ait l'âge de 18 ans. Maintenant, disons qu'il a 18 ans, 22 ans, 25 ans. Bref, il n'est pas encore assez mature pour gérer 300 000 $. On a peur qu'il flambe l'argent. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est qu'on peut créer une fiducie où vous allez transférer l'argent dans cette fiducie. Le bénéficiaire va être votre enfant, mais l'argent va être géré par sa mère et son oncle, l'oncle de votre frère, par exemple. Comme ça, on aura toujours au moins des adultes matures, des personnes en qui vous avez confiance, qui vont gérer cet argent pour cet enfant. Je veux juste dire, les fiducies, ça se crée assez facilement, ça se crée pour toutes sortes de sauces et pour toutes sortes de raisons. Okay? Et d'un point de vue fiscal, les fiducies sont aussi intéressantes. Ce ne sont pas des abris fiscaux, mais elles donnent certains avantages qu'on va voir au deuxième webinaire lorsqu'on va parler de fiscalité. Grosso modo, si on devrait résumer les fiducies par rapport à leurs avantages, on voit qu'ils ont 3 gros avantages. Premièrement, protection. Tout ce que vous mettez dans la fiducie va être entièrement protégé contre les créanciers de vos bénéficiaires et de vos fiduciaires. Okay? Je parle naturellement, tant que vous créez des fiducies, pas pour éviter vos propres créanciers. Okay? Donc, si vous tentez d'éviter vos propres créanciers, les chances qu'en cours, la fiducie va tomber ou va être déclarée inopposable. Mais si vous, dans le cadre de votre planification successorale, vous créez une fiducie pour protéger vos enfants à votre décès, ou votre femme, ou votre famille, la fiducie va être parfaitement reconnue et il n'y aura aucun problème. En plus de ça, vous avez le contrôle. Vous décidez comment la fiducie va être utilisée, pour quelle fin. Vous décidez comment les biens vont être distribués. Est-ce que vous voulez que ce soit 5% par année? Est-ce que vous voulez que ce soit 1 000 $ par mois? Ou vous voulez simplement donner la discrétion au gestionnaire de confiance, à la personne que vous avez mis en place, aux personnes que vous avez mis en place comme gestionnaire, comme fiduciaire. En plus de ça, vous décidez qui reçoit les biens, par exemple, au décès. Je donne un exemple, vous créez une fiducie pour votre conjoint et ensuite de ça, à son décès, vous voulez vous assurer que tout ce qui est allé à votre mari retourne à vos enfants de votre premier mariage ou à vos enfants premier et deuxième mariage. Comme ça, vous vous assurez que votre mari ne dilapide pas les biens ou, par exemple, qu'à son décès, ça ne retourne pas qu'à ses enfants, mais que ça retourne à vos enfants de manière générale.
toutes sortes de besoins va dicter toutes sortes de manières de structurer les fiducies. Donc, vous avez une protection et vous avez un contrôle. De la même manière que le contrôle va donner aussi une protection des bénéficiaires contre eux-mêmes. Donner 300 000 $ à un enfant n'est pas nécessairement une bonne chose. Ça risque de le démotiver d'aller à l'école, n'est-ce pas? Donc, on protège non seulement l'enfant, non seulement les actifs, mais on protège les bénéficiaires contre eux-mêmes. Et finalement, à travers une planification fiscale, on peut sauver de l'argent, on peut réduire les factures fiscales, on peut réduire les impôts. Donc, une fois de plus, la fiducie n'est pas un abri fiscal en soi, mais la fiducie peut donner, à travers une planification, des avantages financiers à travers une épargne fiscale assez intéressante. Quand est-ce que vous avez besoin d'une fiducie? Ben, ça va dépendre de vos bénéficiaires ou de vos actifs ou de votre objectif. Même si vos bénéficiaires sont tous matures et aptes, à cause de la valeur de vos actifs, ça peut valoir la peine de créer une fiducie et on leur donne le contrôle de la fiducie. Donc, au moins, ils pourront avoir plein de protections contre les créanciers. Ils pourront avoir des épargnes fiscales à travers une planification. Et en plus de ça, vous vous assurez qu'à leur décès, ça retourne, ça descend dans la lignée royale. Donc, ça descend aux enfants et aux petits-enfants, dépendamment de comment on la structure. Aussi, naturellement, si les bénéficiaires nécessitent de l'attention, par exemple, ils sont trop jeunes, pas assez matures ou ont un certain âge ou ils sont vulnérables, ben, c'est certain que vous pouvez créer la fiducie pour s'occuper de eux. Donc, vous allez les nommer comme bénéficiaires, mais comme gestionnaire, vous allez nommer des personnes de confiance. Et finalement, vous pouvez aussi créer une fiducie parce que vous vous assurez de certains objectifs. Par exemple, créer une fiducie juste pour financer l'éducation de vos enfants, petits-enfants, etc. Donc, ça peut être assez intéressant de créer une fiducie. Tout dépend de vos besoins. Juste pour rappeler rapidement, disons que vous êtes dans une famille traditionnelle, une vision traditionnelle testamentaire, vous léguez tout, vous dites, ben, je vais léguer tout à mes enfants en part égale. Est-ce qu'en part égale, c'est juste? Ben, qu'est-ce qui se passe lorsque vous avez des enfants qui ont des tranches d'âge assez différentes? Vous avez des enfants de 5 ans et un enfant de 35 ans que vous avez déjà payé l'éducation, le premier appartement et son premier mariage, par exemple. Ben, ce n'est peut-être pas juste pour l'enfant qui est un peu plus jeune, parce que lorsque vous décédez, on prend votre succession et on suit vos instructions, vous le séparez en deux. Donc, cet enfant plus jeune va devoir lui-même assumer, à travers sa part de l'héritage, tous ses besoins naturels d'éducation, de mariage, d'appartement, etc. Donc, naturellement, tout dépend. En plus de ça, on peut le voir aussi, les besoins de chacun sont subjectifs. Donc, un jeune enfant va dire ben, moi, j'ai besoin d'argent pour aller à l'école. Et l'adolescent va dire ben, moi, j'ai besoin d'une Porsche pour aller à l'école. Donc, naturellement, besoin subjectif. C'est pour ça qu'on met en place souvent des fiducies parentales pour permettre à des personnes plus matures de gérer l'argent en bon père de famille pour des enfants. Combien peut coûter une planification? C'est la question qui tue à chaque fois. Ben, naturellement, comme bon notaire, comme bon avocat, on va toujours vous dire que ça dépend de ce que vous avez besoin. Mais de manière générale, les planifications peuvent être très accessibles. Tout dépend de vos besoins et ça peut être assez dispendieux, dépendamment, une fois de plus, si c'est nécessaire. Une planification, comme n'importe quelle solution, doit être supérieure. Les avantages doivent être supérieurs au coût. Donc, naturellement, je vous invite à prendre rendez-vous avec nous afin qu'on puisse discuter de votre situation. Vous avez le QR code en bas pour prendre un rendez-vous et on pourra discuter. C'est toujours une consultation qui est donnée à titre de courtoisie, donc pas de frais. En général, la première consultation dure 1 heure, des fois moins d'1 heure, dépendamment de la simplicité ou complexité de votre besoin. No string attached. En général, vous prenez l'information et si vous êtes satisfait, vous irez de l'avant et on va être capable de vous donner, en général, après la première ou deuxième consultation, un prix fixe pour aller de l'avant. Donc, merci pour votre écoute. Ceci conclut notre premier webinaire pour les jeudis Tranquillité d'esprit. On a parlé de mandat, testament, fiducie et autres. La prochaine, jeudi prochain, on va parler de stratégie de planification fiscale et financière avec Jean-Philippe Sora et Aviad Teboul. Je vous remercie pour votre écoute. Si vous avez des questions, je vous invite à les poser. Merci beaucoup, Dan. J'avais demandé 45 minutes, tu as tenu 44 minutes, c'est magnifique. Alors, si vous voulez poser une question en direct, je peux cacher votre nom de famille et on aura juste votre prénom et votre voix. Il suffit de lever la main, ça se trouve quelque part là, parce qu'on aime bien entendre aussi un peu le son de votre voix. Bon, je sais que vous êtes timide. Donc, on va commencer avec les questions qu'on a reçues par écrit. Mais n'hésitez pas, on a envie d'entendre le son de votre voix, surtout sur des sujets comme ça. On aime vous entendre. On a une question d'Anne de Marie.
français domiciliés et résidents au Québec, nous avons fait un testament en France. Notre héritier peut-il le faire appliquer au Québec aujourd'hui ou pas? Oui, alors, il faut comprendre qu'un testament, c'est un document qui exprime les volontés. Okay. Donc, qu'il soit signé en France, au Canada, en Afrique, en Asie, normalement, ce document va être reconnu dans la juridiction. En droit québécois, on va reconnaître les testaments qui ont été signés dans une autre juridiction s'il a été valide dans cette autre juridiction. Le seul problème qu'on va voir, c'est que souvent, un testament, par exemple, français, va être rédigé avec des termes juridiques français, avec une planification juridique, successorale et fiscale française qui ne trouvera pas application au Québec. Et donc, on va perdre cette optimisation qu'on recherchait. Le testament français était super peut-être pour la France, lorsque vous étiez domicilié française, mais à partir du moment où vous vous installez au Québec, ça se peut que vous pouvez avoir une planification qui va être beaucoup plus intéressante, notamment en protection d'actifs, notamment en planification fiscale. Donc, ça vaut la peine de réviser. Je vous invite à m'envoyer votre testament. Je suis tellement habitué à réviser toutes sortes de documentation, testament, fiducie, etc., que ça me prend des fois 30 secondes, quelques minutes à réviser un testament complet. Donc, ce serait mon plaisir de réviser votre testament, voir qu'est-ce qu'on pourrait faire. Naturellement, lorsqu'on va recevoir votre testament, je vous poserai quelques questions pour savoir quel est votre contexte socio-économique, donc votre personne, votre famille et vos actifs pour voir est-ce que votre testament répond toujours à vos besoins. Mais de manière générale, le testament va être valide. Maintenant, je sais qu'on parle qu'à des Français, mais vous pouvez imaginer un testament qui est rédigé dans une langue étrangère qui n'est pas le français ou l'anglais, peu importe que ce soit l'espagnol, l'arabe, le chinois, le mandarin, peu importe. C'est sûr que si vous arrivez au Québec avec un document dans une autre langue qui n'est pas le français ou l'anglais, on va avoir des problèmes. Il va falloir traduire les documents et juste traduire les documents de manière juridique pour que ce soit acceptable à la Cour, parce que votre testament va devoir être vérifié par la Cour parce qu'il n'est pas notarié au Québec, va coûter beaucoup plus cher que juste de simplement faire une nouvelle planification. Donc, les coûts de rester avec la même planification quand vous étiez française risquent de vous coûter beaucoup plus cher lorsque ça va être le temps de le mettre en place. Donc, ça vaut la peine au moins de réviser pour en avoir le cœur net. J'espère que j'ai répondu à la question. Ok, super. Merci, Dan. Du coup, on a aussi une question sur laquelle je peux répondre assez rapidement, qui est la question de François. Est-ce qu'on pourra revoir par email ensuite cette présentation très intéressante? Bien entendu, vous pourrez tout revoir. Alors, l'infolettre qui part tous les mercredis, il y aura un article à l'intérieur. Si vous êtes sur Facebook Live ou si vous nous suivez sur Facebook, vous pouvez revoir l'intégralité dès la fin de ce live. D'ailleurs, pour les gens qui sont connectés sur Facebook, je vois qu'il y avait pas mal de gens connectés sur Facebook. N'hésitez pas à écrire votre question en commentaire et moi, on me les envoie. Donc, je peux lire votre question. Et si vous voulez poser votre question en direct, vous cliquez dans la description du Facebook Live. Il y a un petit lien pour nous rejoindre sur Zoom et vous pouvez poser votre question. Pour ceux qui, je pense qu'on l'a déjà vu dans les restaurants ou un peu partout, mais je rappelle quand même que là, on a un QR code qui est partagé. Donc, vous prenez votre appareil photo de votre mobile, vous passez sur le QR code, il y a un lien URL qui s'affiche en haut de votre écran, vous cliquez dessus, vous pouvez prendre rendez-vous avec Dan. Comme Dan l'a dit, c'est une consultation offerte pour voir vos besoins si vous souhaitez donc échanger et expliquer un petit peu votre situation à Dan. Je crois qu'on a Patricia. Il faut juste que Patricia active son micro. Elle va nous poser une question. Oui, c'est fait. Bonjour Romain, bonjour Dan. Merci pour cette présentation. Alors, une petite question. Vous avez parlé longuement de la fiducie. Dans le cas de figure d'un testament rédigé au Québec pour un bien au Québec et pour des enfants qui sont majeurs, quelle est réellement la différence entre un testament rédigé donc au Québec et une fiducie faite au Québec? D'accord, très bonne question. D'abord, les fiducies, on peut soit les créer de votre vivant, comme on le voyait. Je vais juste retourner à la slide. Donnez-moi une seconde. Voilà. Donc, soit vous pourrez créer une fiducie de votre vivant et transférer la propriété immobilière et donc vous en séparer dans la fiducie de votre vivant pour le bénéfice de ses enfants, ce qui n'est pas souvent ce qu'on désire. On préfère léguer, votre intention, c'est de donner cette propriété immobilière à votre décès. Donc, la fiducie sera intégrée dans votre testament. Donc, votre testament qui a une dizaine de pages, tout d'un coup, il va avoir
une trentaine, une quarantaine de pages parce que la fiducie va être intégrée dans votre testament. On veut que la fiducie prenne vie uniquement à votre décès. Maintenant, la personne, votre bénéficiaire, il est mature, il est apte, il a peut-être 40 ans, il est bien nanti, etc. La fiducie va donner des avantages de protection d'actifs total. Cette personne peut se faire poursuivre, elle peut faire faillite, elle peut faire un accident de voiture en Floride et se faire poursuivre pour 5 millions de dollars parce que l'autre personne ne peut plus travailler. Ou ça peut être un professionnel qui est poursuivi en négligence, ça peut arriver aussi. Il peut perdre tous ses biens, mais tout ce qu'il aura hérité et qui restera dans la fiducie va être protégé. Numéro 1. Numéro 2, vous conservez le contrôle. Donc, vous léguez cette propriété, par exemple, à votre fils, mais vous pouvez décider qu'à son décès, plutôt que ça va à son conjointe, que vous assurez que ça descend à vos petits-enfants, que ça reste dans votre lignée, votre descendance, comme on dit, royale. Maintenant, c'est à vous de décider comment vous voulez que ça se passe ou vous pouvez lui donner le contrôle à lui. Finalement, la fiducie va donner des avantages d'un point de vue fiscal. Pas juste parce que c'est une fiducie, la fiducie va être imposée comme une personne à son taux maximum sur son premier dollar, mais elle va permettre, et on va le voir dans la deuxième conférence, du fractionnement de revenus qui peut être assez intéressant. Plutôt que votre fils s'impose sur 100% du revenu, ça se peut que votre fils a des enfants ou aura des enfants et il va pouvoir fractionner le revenu, c'est-à-dire prendre le loyer net et le remettre à ses enfants à lui pour qu'eux s'imposent sur ce revenu à un taux plus bas. Ou par exemple, utiliser le revenu net de la fiducie et payer l'éducation de ses enfants à lui avec de l'argent avant impôt et qui va être imposé dans les mains de vos enfants, de ses enfants à lui, qui va avoir certainement un taux d'imposition plus bas. Surtout s'ils vont à l'école, en général, ils ne gagnent pas d'argent, donc on va pouvoir bénéficier de leur taux plus bas, plus de leur exemption personnelle. Donc, c'est souvent mis en place pour ces trois critères. Est-ce que j'ai répondu à la question? Oui, merci, absolument, je vous remercie. Super. Robin? Merci Patricia, à bientôt sur Maudit Français. On a une question d'une personne qui reste souhaitée anonyme. Est-il possible de faire une signature électronique avec un notaire en France pour une donation car je ne peux pas être sur place? C'est une excellente question. Pour les notaires en France, je ne pourrai pas répondre. Je vais laisser la parole à Guillaume au prochain rendez-vous. Mais nous, au Québec, depuis le COVID, on a finalement le droit de signer les documents électroniques à distance. Je pense qu'en France aussi, c'est le cas. Au pire des cas, ce qu'on fait souvent pour des Français qui sont domiciliés au Québec et qui ont des actifs français, on signe au Québec une procuration française. Il y a un accord entre la Chambre des notaires de France et la Chambre des notaires du Québec qui permet que les procurations québécoises, des procurations françaises peuvent être signées par des notaires québécois et ce qui facilite souvent ces donations. On en fait quelques-uns par mois. Donc, ça arrive très souvent où on signe des procurations, on notarise des procurations françaises au Québec. Et grâce à la signature électronique, c'est encore plus facile. Parfait. On a une autre question de Céline. Je ne l'ai pas posée celle-là, je crois. Pour un testament, est-ce que l'on peut nommer un bénéficiaire qui habite en France étant domicilié résidente au Québec? Absolument. Donc, au Québec, on a la pleine liberté de tester. Vous pouvez donner, léguer dans votre testament à qui bon vous semble, peu importe où ils sont situés. Donc, en France ou ailleurs. Magnifique. Par contre, on ne mettra pas en place de fiducie pour des personnes qui sont résidentes fiscales françaises. On passera par d'autres véhicules. D'accord. On a une question d'un auditeur anonyme qui demande quelle est la différence entre la fiducie et un testament en termes de transmission de patrimoine pour des enfants majeurs. Ça revient un peu à la question de Patricia. Donc, la fiducie, on peut la créer soit de votre vivant comme on crée une compagnie. Okay? Donc, on appelle ça des fiducies inter vivo, une fiducie qu'on crée qui prend effet tout de suite. Vous pouvez transférer les biens dedans. Fois de plus, ça veut dire que vous séparez du bien. Vous aliénez le bien, vous le mettez dans la fiducie. Vous n'êtes plus propriétaire de ce bien. Le bien appartient à qui? À la fiducie. À qui appartient la fiducie? D'un point de vue juridique, personne. Mais la fiducie, elle est affectée à une mission, par exemple, s'occuper de vos enfants. Maintenant, on fait ce genre de planification dans certains scénarios. Mais la plupart du temps, ce qu'on va mettre en place, c'est dans vos testaments, on va intégrer des fiducies. Plutôt que de léguer à vos enfants directement, on va léguer à une fiducie
est affecté au bien-être de vos enfants. Donc, vos enfants vont être les bénéficiaires. Et qui va gérer cette fiducie? On va mettre vos enfants. Il y a un petit bémol. On doit toujours avoir au moins un fiduciaire qui n'est pas un bénéficiaire. Ça, on verra ça plus tard. Mais en gros, on leur donne à eux, on le donne à la fiducie. Ils en bénéficient, ils ont le contrôle. Et en même temps, on a tous les avantages de protection d'actifs, de contrôle et de planification fiscale. Donc, la fiducie est super intéressante. C'est vraiment quelque chose qui gagnerait à être intégré dans le droit français. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Je voulais vérifier, est-ce que François, on avait bien répondu à votre question parce qu'il a levé la main du coup? Oui, et j'ai une autre question. On vous écoute. Oui, bonjour Romain, bonjour Dan. Donc, je suis français et canadien et je suis résident en Allemagne actuellement et j'ai l'intention de retourner vivre au Québec. Et mes enfants font leur étude au Canada, au Québec également. Et donc, je viens d'entendre qu'on ne peut pas ouvrir une fiducie si on est résident à l'étranger. Par contre, quels seraient les autres moyens justement pour essayer de passer par la fiducie pour leur payer ou à notre véhicule pour leur payer leurs études et bénéficier évidemment fiscalement d'un avantage. Parfait. J'adore votre situation. On va pouvoir résumer la présentation. D'abord, juste pour mettre clair, ce que j'ai dit, on peut faire la fiducie normalement pour partout, sauf pour des bénéficiaires français. La France, le fisc français n'aime pas les fiducies. C'est-à-dire, elle va reconnaître une fiducie étrangère, mais elle va le taper fiscalement, ça ne va pas être intéressant. Donc, en général, on va mettre en place des stratégies pour des bénéficiaires, tant avec des fiducies, tant et aussi longtemps qu'il n'y a pas un bénéficiaire français. Ou on va le faire pour tous les autres bénéficiaires qui vont être canadiens, américains, etc. Mais pour le bénéficiaire français, on ne va pas le mettre dans la fiducie. Okay? Donc déjà, la fiducie, normalement, est bonne pour la plupart des juridictions. Okay? Mais il faut quand même faire l'analyse des impacts fiscaux par personne. Mais si la personne elle est basée au Canada, si les bénéficiaires sont basés au Canada, aux États-Unis, en Angleterre, il n'y a aucun problème à la fiducie. Okay? Maintenant, vous avez dit que vous êtes français, canadien, donc vous êtes de citoyenneté française et canadienne. Okay? Vous habitez en Allemagne, donc vous êtes résident fiscal français, mais que vous comptez retourner au Québec une fois que vous finissez probablement votre contrat d'emploi. Votre famille est au Québec et donc là, on peut facilement dire que vous êtes domicilié au Québec. Donc, par conséquent, vous êtes imposé en Allemagne peut-être sur vos revenus mondiaux parce que vous êtes résident fiscal allemand, puisque vous résidez là-bas. Mais d'un point de vue planification successorale, vous êtes un pur Québécois. Donc, c'est-à-dire que votre planification se passe au Québec avec toute la liberté de tester et avec la possibilité de créer donc des fiducies pour vos enfants. Vous avez la pleine possibilité de le faire. Donc, bonne nouvelle. Ok, merci beaucoup. Je prendrai contact avec vous. Avec grand plaisir. J'ai déjà pris contact avec vos collègues, avec votre collègue Guillaume. Donc, justement, j'ai déjà pris contact avec Maudit Français, avec les autres. Donc, on va juste faire en sorte que tout se passe bien maintenant. Absolument. Il faut arrimer. Il faut comprendre aussi que lorsqu'on traite avec plusieurs juridictions, on ne peut pas avoir un professionnel qui connaît toutes les juridictions. C'est juste impossible. Déjà, juste dans une juridiction, c'est assez complexe. Donc, déjà, travailler avec une deuxième juridiction, qu'on a beaucoup d'expérience, c'est correct. Mais veut pas, on aura toujours besoin au moins d'un professionnel dans les deux juridictions, juste pour s'assurer qu'on n'a rien raté. Ça peut être juste, pas juste pour des questions juridiques, mais ça peut être pour des questions fiscales ou simplement pratiques. Donc, toujours, vous gagnez à avoir un professionnel de chaque côté des frontières pour s'assurer que tous les angles sont couverts. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci François. Merci François, à bientôt sur Maudit. Ok. Alors, il nous reste 1 minute. On a Michel qui nous donne plutôt un témoignage qu'une question. C'est Mon fils n'est plus résident québécois. Quel inconvénient de l'avoir nommé liquidateur testamentaire? Et elle dit qu'elle vit au Québec. Donc, je ne sais pas si on peut venir en aide à Michel ou si elle veut peut-être prendre rendez-vous individuellement avec toi pour… Juste pour répondre rapidement à ces questions, parce que c'est une question qui est importante. Donc, Michel, dans quelle juridiction est votre fils? Dans quel état il habite? Alors, il n'est plus résident québécois. Donc, Michel ne nous a pas dit de plus de détails. Donc, Dubaï. À Dubaï, ok. Je ne peux pas parler du droit de Dubaï, mais on sait que fiscalement, Dubaï,
en général une zone qui est défiscalisée sur les revenus. Mais lorsqu'on nomme une personne comme liquidateur qui n'est pas résident du Québec, la succession d'un point de vue fiscal va être résidente dans l'État où il y a son contrôle. Donc, la succession d'un point de vue juridique va être québécoise. Michel, vous décédez demain, on espère que ça ne va pas arriver, mais le jour où vous décédez, votre succession est québécoise parce que vous êtes domicilié au Québec. Par contre, d'un point de vue fiscal, votre succession devient non résidente. Elle devient résidente de Dubaï parce que votre fils qui habite à Dubaï est résident fiscal de Dubaï. Okay? Donc, ça déclenche tous les impacts d'une succession non résidente. Et ce n'est peut-être pas nécessairement super avantageux. Mais une fois de plus, il faut rouler les chiffres, il faut voir quel est l'impact réel. Parce que si ça se trouve, il n'y a pas de véritable inconvénient majeur à ce que votre succession soit non résidente d'un point de vue fiscal. Mais par contre, si jamais il essaye de vendre, par exemple, votre appartement, ben, tout d'un coup, qui vend l'appartement? Ce n'est plus Michel. Michel est décédé. Michel qui était canadienne, résidente fiscale canadienne, québécoise, mais c'est sa succession qui est étrangère. Donc, à la base, à même la transaction, le notaire va considérer que le vendeur est non résident et va devoir faire une retenue, écoutez-moi bien, de 37,5% ou à peu près 38% du prix de vente de la propriété, qui va être bloqué jusqu'à ce qu'on reçoive les certificats de décharge du gouvernement. Donc, pas sur le gain en capital, on ne parle pas de 38% du profit que vous faites, on parle de 38% de la valeur du prix d'achat. Donc, ensuite de ça, il y a une série d'inconvénients comme ça qui peut se poser d'un point de vue fiscal. Un autre inconvénient, par exemple, si votre enfant est dans une juridiction qui doit déclarer tous les comptes bancaires, tous les actifs qu'il a le contrôle, comme par exemple aux États-Unis, en France, au Canada, on a cette obligation de déclarer tous les actifs, même si on n'est pas propriétaire, mais dans lequel on a un contrôle. À défaut de le faire et de bien le faire, on peut se faire taper par des pénalités assez importantes. Donc, ça vaut la peine de considérer, de revoir cette stratégie, de nommer juste votre fils. Peut-être on peut nommer votre fils avec quelqu'un d'autre qui est au Canada pour faire balancer le contrôle au moins entre deux juridictions ou 2 personnes sur 3. Bref, c'est à voir. Merci Dan. On va te libérer parce que il se passe pas mal de choses au cabinet. Je veux te remercier d'avoir été à l'initiation de ce projet des jeudis tranquillité. Si tu veux repartager ton écran avec nous peut-être pour qu'on puisse partager la suite des prochains webinaires qui vont revenir donc, tous les jeudis sur le mois de septembre. Et on va sûrement avoir aussi du coup quelques webinaires en octobre. Voilà. Je te laisse un petit peu nous débriefer le programme de la suite. Et puis, si tu peux à la fin remettre une dernière fois ton QR code pour que si les gens souhaitent prendre rendez-vous avec toi, ils puissent avoir une consultation gratuite dans les prochains jours et avoir directement accès à ton agenda personnel. Super. Donc, la prochaine présentation va être sur la planification fiscale et financière. Elle va être présentée par Jean-Philippe et Aviad. Ils vont parler d'un peu d'impôt d'essai, de stratégies d'épargne qui peuvent être fiscalement intéressantes. Et on va reparler encore de la fiducie. On va entrer un peu plus dans les détails de comment une fiducie est fiscalisée, comment ça peut être assez intéressant d'un point de vue fiscal et aussi qu'est-ce qui se passe lorsqu'on détient une entreprise. Ça, c'est jeudi prochain. Le jeudi qui suivra, on va discuter de qu'est-ce qui se passe lorsque vous êtes français, domicile au Québec, avec des actifs en France ou aux États-Unis, quels sont les impacts fiscaux, quels sont les impacts d'un point de vue pratique et quelles stratégies on peut mettre en place pour alléger les inconvénients. Et finalement, on aura Aviad le dernier jeudi qui va nous parler des stratégies d'assurance et certaines stratégies financières, donc comment mettre en place un fonds d'urgence, les assurances vie, invalidité et maladie grave, et comment on peut mettre en place aussi des stratégies d'assurance à travers des compagnies si vous êtes entrepreneur. Donc, voici, c'est pour… on a hâte de vous revoir au prochain rendez-vous. Merci Dan, merci à tous. Merci Céline Mercier. On a plein de messages de remerciements dans le chat et puis dans le Q&A. Merci Corinne. Merci à tous. À la semaine prochaine sur Maudit Français. Partagez ça avec vos amis et votre entourage. On est là pour vous aider. À bientôt. Bon après-midi. Ciao. Merci à tout le monde. Merci pour les très bonnes questions. Au plaisir.